Avec nous, le professeur Eric Combe, infectiologue. Eric Combe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons bien sûr revenir sur les propos du président de la République, sur l'évolution de l'épidémie, sur les choix faits ou à faire. Mais je vous annonce que demain matin, à vous et à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, je vous annonce que demain matin, je recevrai ici, à votre place, le Premier ministre Jean Castex, émission spéciale de 8h30 à 9h15. Aurait-il utilisé les mêmes mots que le président de la République? Je lui poserai la question, évidemment. Eric Combe, regardons et lisons, et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Lisons ce qu'a dit le président de la République dans les colonnes du Parisien face à des lecteurs. Voilà ce qu'il a dit. Je cite, je vais le citer sur la longueur, parce que je crois qu'il faut le faire sur la longueur pour tout comprendre. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant, pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit? On la réduit, pardon de le dire, comme ça en l'emmerdant encore davantage. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée, car l'administration, contre l'administration, quand elle est bloquée, eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Les antivax viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Comment réagissent ce matin Eric Combe et le médecin et le citoyen? Le médecin, il comprend évidemment ce dérapage, qui est d'ailleurs probablement un dérapage contrôlé, puisque nous-mêmes avons fait preuve d'une certaine exaspération également par rapport aux non-vaccinés, et nous-mêmes avons pu tenir des propos qui sont peut-être allés un peu au-delà de notre pensée. Donc c'est comme ça que réagit le médecin, en comprenant ce dérapage. Le citoyen, lui, il est un peu plus surpris, mais après, il se dit que de toute façon, c'est la campagne électorale qui a débuté. Et finalement, pour moi, c'était des propos d'entrée en campagne électorale, en fait. D'un candidat plutôt que d'un président de la République, oui, c'est ce que je me suis dit, oui. Voilà. Après, je suis un simple citoyen. Oui, vous êtes un simple citoyen, comme moi. Un affrontement avec les non-vaccinés, les placer devant leurs responsabilités, la volonté et la stratégie est claire. Eric Combe. Oui, elle est assez claire depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a eu d'abord le pass sanitaire, oui. Ensuite les tests payants, et maintenant le pass vaccinal. Oui, c'est un fait. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution, je ne vous cache pas, mais effectivement... Le pass vaccinal, ce n'est pas pour vous la bonne solution? Ah non, pour moi, le pass vaccinal, j'ai même dit que c'était une régression sanitaire, c'est un peu provocateur, mais c'est juste parce que je pense qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas oublier le fait qu'une infection naturelle est aussi efficace, voire même plus efficace qu'une vaccination. La fameuse immunité collective. Voilà, la fameuse immunité naturelle. L'immunité collective, on l'acquiert par le vaccin, on l'acquiert par l'infection naturelle. Les deux, quoi. Ben oui, les deux. Or là, vous avez un rythme probablement quotidien de 500 000 infections par jour. 500 000 par jour. On dit c'était 270 000 le chiffre d'hier, mais vous pouvez le doubler facilement. Donc c'est 500 000 probablement infections par jour. Vous imaginez bien qu'à ce rythme-là, l'immunité collective, elle va être acquise plus rapidement par l'infection naturelle que par la vaccination. Mais Eric, comme je vais revenir sur l'immunité collective, sur l'immunité face à ce virus, je voudrais revenir tout de même sur les non-vaccinés. Un malade vacciné avec rappel en réanimation pour 20 malades non vaccinés. C'est déjà considérable. Mais dans les hôpitaux de Marseille, 90% des personnes qui entrent en réanimation ne sont pas vaccinées. Jean-Michel Constantin, que vous connaissez bien, oui, de la Pitié-Salpêtrière, chef de la réanimation, dit il y a des patients qui regrettent amèrement de ne pas s'être fait vacciner, qui pensent qu'ils le feront en sortant, s'ils s'en sortent, et puis ceux qui restent bloqués, murés, en disant je suis contre tout, les antibiotiques et les vaccins. Mais comment faire pour les convaincre, ceux-là? Je pense que c'est particulièrement difficile parce qu'être contre les antibiotiques et contre les vaccins, qui sont les deux plus grands progrès de la médecine finalement, en tout cas en matière de maladies infectieuses au cours du XXe siècle, ça a sauvé des millions et des millions de personnes, les vaccins et les antibiotiques.
Donc être contre les vaccins et les antibiotiques, ça m'apparaît quand même être beaucoup. Ce sont des irréductibles qui sont très difficiles à convaincre. Oui. Est-il acceptable que des hôpitaux soient obligés de déprogrammer des soins et des opérations pour admettre des patients Covid non vaccinés? Franchement, je m'adresse aux médecins. Ben, le médecin, lui, la réponse est claire. Hein. Il y a le serment d'Hippocrate. On est obligé de prendre en charge les malades, quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut vacciné ou pas vacciné. Donc on est obligé de les prendre en charge. Après, vous dire que ça ne nous exacerbe pas, nous aussi, de notre côté, ben, ça serait mentir. Parce que bien évidemment, nous, comme les politiques, on a un certain sentiment d'exaspération par rapport à ces personnes-là, puisque c'est elles, finalement, qui bloquent le système de santé actuellement. Mais j'ai une autre question qui revient. Si tout le monde était vacciné, imaginons que la vaccination soit obligatoire. Je vais y revenir aussi sur la vaccination obligatoire. Édouard Philippe demande la vaccination obligatoire. Si tout le monde était vacciné, aurait-on des problèmes de place dans les hôpitaux? Probablement beaucoup moins. Parce que la part des vaccinés, par exemple, dans les réanimations est assez faible, hein, c'est 20% à peu près. C'est-à-dire, malheureusement, il y a une certaine population, notamment les immunodéprimés, pour lesquels les vaccins ne marchent pas. Et les personnes âgées également, très âgées, pour lesquelles les vaccins ne marchent pas. Mais en dehors de ces deux populations-là, le vaccin marche pour prévenir l'entrée en réanimation. Voilà, pour prévenir les formes graves. Que les choses soient claires. Oui, que les choses soient claires. Maintenant, d'ailleurs, on sait tout finalement sur l'effet des vaccins. Oui, et d'ailleurs, on est déçus quand même globalement, hein, parce que je vous rappelle qu'un vaccin, comme chacun d'entre nous le sait, quand on vaccine nos enfants, on ne les vaccine pas pour 4 mois, 6 mois, on les vaccine pour 10 ans, 20 ans. C'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi est-on déçu par un vaccin ? Par les vaccins actuels contre le Covid. Là, on est déçu par la durée de protection, parce que ça apparaît être une durée de protection qui est quand même vraiment très très faible. Et puis on est déçu aussi par l'efficacité. On voit bien que ça n'empêche pas la circulation du virus, surtout avec le variant Omicron. Le variant Omicron change un peu la donne quand même, hein, parce que le virus circule intensément. Faut dire, on n'a pas pris beaucoup de précautions pendant les fêtes, mais le virus circule intensément, malgré le fait qu'il y a une grande partie de la population qui est vaccinée. Bien, vous avez suivi aussi les débats à l'Assemblée nationale autour de ce pass vaccinal. Oui. Comment réagit et le médecin et le citoyen ? Le citoyen, il n'est pas tellement surpris. Il va dire, on est dans les joutes politiques préélectorales. Voilà un peu mon sentiment de citoyen. On est entré en campagne électorale. Mon sentiment de médecin, il est beaucoup plus ambigu par rapport au pass vaccinal, parce que, comme on vient de le dire, on se rend compte que le vaccin est de moins en moins efficace, à la fois en termes empêcher la circulation du virus et à la fois en termes de durée, puisque la durée est très courte. Donc on a un vaccin de moins en moins efficace et en même temps on va imposer un pass vaccinal. Donc là, si vous voulez, il y a un paradoxe. Et en plus, si vous voulez, obliger les gens à se vacciner pour pouvoir aller au restaurant, au bistrot, alors que de toute façon, ils auraient été infectés dans le mois ou les 2 mois qui ont précédé, parce que là, la circulation du virus est tellement intense, notamment chez les 20 à 40 ans, qui sont cette population-là, que de toute façon, ils vont être infectés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il aurait fallu imposer l'obligation vaccinale il y a 6 mois ? Il y a 6 mois, ça faisait plus de sens, à la limite que maintenant. Parce que l'imposer maintenant, alors qu'on se rend compte qu'il est peu efficace, c'est quand même un vrai paradoxe. Et par ailleurs, les gens s'infectent par centaines de milliers en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vacciner des gens qui sont infectés par le Covid ? Non, on peut pas vacciner des gens alors qu'ils sont infectés. Mais sur la vaccination obligatoire, Emmanuel Macron répond oui, si je décrète la vaccination obligatoire, comment contrôler ? Comment contrôler ? Et quelles sanctions ? Demander des amendes, infliger des amendes à des gens très modestes ? Impossible. Ah oui, non, mais c'est impossible. Hein. De toute façon, on en avait déjà discuté il y a 6 mois quand ça s'était posé. Je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Et la vaccination des enfants, qu'en pensez-vous ? La vaccination des enfants, si vous me demandez ma pensée profonde... Oui, je vous la demande, professeur. Je ne suis pas pour la vaccination des enfants. Voilà. Et les enfants qui restent à l'école, vous êtes favorable ? De toute façon, à laisser les écoles ouvertes ? Mais de toute façon, là... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant le mois de décembre que laisser tout circuler, et notamment pendant les 2 semaines de vacances avec les fêtes, quoi. Donc, évidemment... Ça n'aurait aucun sens de fermer les écoles aujourd'hui ? Ou alors il faudrait les fermer toutes, comme c'est le cas aux États-Unis, si vous voulez, où toutes les écoles sont fermées. Voilà. Mais les fermer comme ça, sur la base de tests, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose. Bien. Revenons sur Omicron. Est-ce que ce n'est pas, finalement, ce variant est différent, bien différent. Est-ce que nous ne sommes pas en présence d'une nouvelle maladie ?
Certains le disent. Oui, quelque part, oui, ça reste du coronavirus. Alors, on ne va pas vous parler de nouvelles maladies parce que ça reste du Covid-19, c'est juste une mutation. Mais effectivement, on peut dire que c'est une nouvelle maladie avec une durée d'incubation plus courte, avec également une durée d'évolution plus courte et une gravité certainement moindre. Oui, on peut le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nouvelle maladie avec une durée, effectivement, une contamination plus forte, une durée plus courte. Ouais. Ça veut dire que c'est une évolution naturelle, vous qui êtes infectiologue, c'est une évolution naturelle du virus, Oui, du c'est Covid? probablement une évolution naturelle de l'épidémie. De toute façon, toutes les épidémies doivent aboutir à une fin. Après, aucun d'entre nous n'aura envie de vous le dire, si vous voulez, au moment où on est en train d'affronter une vague épidémique énorme. Oui. Quoi. Se dire on va affronter cette vague épidémique en se disant que demain, il n'y aura plus rien, c'est pas une solution. D'autant plus qu'on n'en est pas complètement certain. On s'est beaucoup trompé sur l'avenir, quand même. On s'est beaucoup trompé sur l'avenir, et effectivement, Eric Homme, mais vous dites affronter une vague épidémique énorme. Mais comment faire, vous? Comment feriez-vous pour bien l'affronter? Ah, mais là, je pense que c'est malheureusement... Impossible? Je suis un peu désabusé pour vous dire, C'est vous vrai. dire la vérité. Mais pourquoi désabusé? Parce que je pense qu'il fallait intervenir au mois de décembre. Voilà. Il fallait tout fermer au mois de décembre? Il fallait confiner? Il fallait couvre-feu, fermer les bars, les restaurants, et passer les fêtes chez soi? Probablement pas tout fermer, mais il fallait être beaucoup plus raisonnable. Or, on n'a pas été très raisonnable. D'ailleurs, la preuve, c'est que les contaminations explosent littéralement. Mais elles ont explosé partout, Eric Homme. Mais disons, en France, c'est quand même particulier. Enfin, en Angleterre, effectivement, dans les pays du Nord où ils ont été un peu surpris, nous, on aurait pu réagir différemment. D'ailleurs, il y a d'autres pays qui ont réagi différemment. Regardez les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, ils ont réagi différemment. Mais l'Autriche a confiné. Oui, je sais. Donc, ils ont réagi différemment. Nous, on n'a pas réagi différemment. Maintenant, il faut qu'on assume, mais ça va être particulièrement Vous étiez compliqué. Favorable à un confinement, franchement? J'étais pas favorable à un confinement, mais moi, j'avais dit, par exemple... Oui, je me souviens. J'avais dit pas plus de 6 pour les dîners de Noël et du réveillon. J'avais été très clair là-dessus. Oui. Peu importe. Bon, de toute façon, on ne va pas refaire le passé. Il va falloir affronter cette vague. Ça va être... que ça va même probablement février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants... Exactement. C'est-à-dire que c'est probablement grave. Oui. Par rapport aux autres, mais si vous avez des centaines de milliers de cas, et de toute façon, le dénominateur fait et sera tellement élevé qu'il y aura forcément des patients qui rentreront en réanimation parmi les patients fragiles. Parlons de la contamination. Est-ce que le masque FFP2 est réellement plus efficace? Oui, le masque FFP2 est réellement plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le recommande pour les soignants, mais il doit être réservé aux personnes qui sont en contact intime avec des malades. C'est-à-dire on ne doit pas le généraliser. À mon avis, non, on ne doit pas le généraliser. On ne doit pas le distribuer, je ne sais pas moi, dans les écoles, dans les transports publics. Vous avez vu qu'en Italie, pour prendre, je ne sais pas moi, un bus, un métro, un train, il faut être équipé d'un masque FFP2. Je pense que ça m'apparaît un peu abusif. On a toujours réservé le masque FFP2 aux soignants. Après, j'ai vu qu'effectivement, ces derniers mois, il y avait une dérive avec de plus en plus de gens qui utilisent le masque FFP2. Mais pourquoi le réserver aux soignants? Parce que ce sont les plus exposés. Et ce sont les plus exposés à des personnes qui sont toutes infectées, je parle des soignants qui s'occupent des Covid, comme d'ailleurs des soignants qui s'occupent des tuberculoses, qui sont d'autres maladies qui se transmettent de la même manière. Donc pas de FFP2 dans les écoles, par exemple, distribué aux enseignants, ça ne sert à rien. Déjà, les enseignants, de toute façon, ils ont été largement infectés, malheureusement pour eux, ou heureusement pour eux d'ailleurs, parce qu'ils sont immunisés, ils sont largement vaccinés, en tout cas je l'espère pour eux, ils sont quand même moins à risque, je l'espère. Et donc, ils peuvent porter un masque. Ils sont quand même assez éloignés des enfants. Je parle pour le masque FFP2, c'est une distance de moins de 1 mètre avec la personne avec laquelle vous êtes en contact à risque. Et l'obligation du port du masque pour les enfants dès l'âge de 6 ans, notamment à l'extérieur. Non, mais vous savez, déjà, je me suis déjà exprimé pour dire que le port du masque à l'extérieur, c'était probablement pas utile. Alors vous imaginez chez des enfants, et en plus obligatoire, là on bascule dans l'absurde quand même. Dans l'absurde. Pour moi, oui, on bascule dans l'absurde. Le port du masque obligatoire à l'extérieur chez des enfants m'apparaît confiné à l'absurdité. Est-ce que cette 5e vague peut être la dernière? Alors ça, oui, c'est une possibilité.
C'est une possibilité, oui, vraiment. Tout à fait. En tout cas, une vague de cette ampleur. Parce qu'il y aura des répliques, évidemment, il y aura d'autres petites vagues, mais c'est tout à fait possible dans la population générale. C'est tout à fait possible, effectivement. Après, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous se lancent à le dire, mais c'est possible, oui. C'est une vraie mais vous lancez, et l'épidémiologiste en chef de l'agence danoise de contrôle des maladies infectieuses, je ne sais pas si vous avez... vous l'avez lu, vous avez vu? Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est des gens sérieux. Je pense que dans 2 mois, tout redeviendra normal. C'est ce qu'il dit. Écoutez, on souhaite tous qu'il ait raison. On souhaite tous qu'il ait raison. Grâce à une immunité dont on parlait tout à l'heure. On appelle l'immunité de troupeau. L'immunité de troupeau. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Herd immunity. Donc, vous faites la même analyse, Eric Combe? Disons que j'oserais pas la partager avec tout le monde. Donc vous n'osez pas la partager ici, quoi, si j'ai bien compris. Mais non, mais c'est une possibilité, c'est une vraie possibilité. De toute façon, on sait tous que cette épidémie, on a des bases historiques, on sait que ça va durer 3 à 5 ans. Là, on rentre dans la 3e année maintenant, donc oui, on en arrive vers la fin. Oui. Et Eric Combe, pour reprendre tout ce que vous venez de dire, comment faire pour échapper à une forme grave du virus? De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut être vacciné. Voilà, il faut être vacciné. Malgré toutes les réserves que vous avez exprimées sur l'efficacité du vaccin tout à l'heure. Dans la population générale, sur la circulation du virus. Attention. Oui, sur la circulation du virus. Mais sinon, vous dites, il faut être vacciné. Bien évidemment, il faut être vacciné. Et surtout, il va falloir se revacciner. C'est-à-dire que là, je vous rappelle qu'on a raté quand même le coche de la 3e injection. Vous savez, on a trop retardé le délai de la 3e injection par rapport à la primo-vaccination. Et là, il ne faudrait pas se faire avoir sur la 4e injection. Parce que je pense qu'on devrait déjà penser à la 4e injection. Oui, on devrait déjà y penser chez les personnes fragiles, les personnes de plus de 60 ans. On devrait déjà engager la 4e injection je pense, oui, chez certaines personnes. Regardez, les Israéliens, ils ont commencé. Et c'est quand même eux qui sont les plus en avance sur l'efficacité de la vaccination. Ils ne se sont jamais trompés ? Ils ne se sont pas beaucoup trompés, en tout cas, sur l'efficacité du vaccin. Et ce qu'ils ont dit dès le départ, en termes de vaccination, ça s'est révélé vrai. Ça s'est révélé vrai. Donc il faut, vous êtes clair, il faut engager la quatrième dose. Je pense qu'il faut se mettre en ordre de marche pour engager la 4e dose. Absolument. Donc toujours essayer de réagir vite et de prendre un peu d'avance sur le virus, quoi. Exactement. C'est le même principe depuis 2 ans. Oui, c'est vrai que c'est le même principe depuis 2 ans. Ça n'a pas changé. Dites-moi, quand connaîtra-t-on la réalité de ce vaccin, de ce virus ? Parce que il y a beaucoup d'études, vous comprenez ce que je veux dire? Je vois où vous voulez en venir. Oui. Vous voulez dire, est-ce que c'est un virus fabriqué artificiellement? Oui. Écoutez, il y a de plus en plus de virologues qui le disent. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je suis infectiologue, donc j'ai atteint les limites de mes compétences, mais je pense très possible, effectivement, que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan, et pire encore, que ces travaux aient été financés par les Américains, comme ça a été dit dans le New York Times, je crois, ou le Herald Tribune, je ne sais plus dans quel journal américain. Vous savez que c'est des Américains qui ont levé ce lièvre-là. Oui. Mais on ne saura jamais la vérité, Eric Combe. Non, je pense qu'on ne saura jamais la vérité. De toute façon, avec les Chinois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau virus, quoi. Si je vous comprends bien. Ça dépend ce qu'ils trafiquent dans leur laboratoire, exactement. Mais effectivement, il y a des recherches. De toute façon, vous savez, malheureusement, dans notre métier, il y a des apprentis sorciers. Et parfois, l'objet de la recherche dépasse la recherche elle-même. Donc, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Oui. Et je pense qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Mais le fait qu'on ne trouve pas de réservoir animal intermédiaire, vous savez, on avait beaucoup parlé du pangolin, etc. En fait, on ne trouve pas de réservoir animal intermédiaire. Et le fait de ne pas retrouver d'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, effectivement, ça renforce l'hypothèse que ça puisse être un virus qui soit né de manipulation humaine et qui se soit échappé par erreur, évidemment. C'est pas à volonté. Mais un virus qui se serait échappé par erreur, manipulation humaine, on devrait pouvoir mieux le combattre et mieux le connaître, non? Non, pas forcément. Parce que justement, ces manipulations, en général, ont pour objet... souvent, c'est le terrorisme biologique, si vous voulez, donc d'inventer des virus qui puissent... D'inventer des virus qui pourraient être utiles pour mener une forme de guerre bactériologique. Oui, en l'occurrence virologique, oui, ça existe. Virologique, alors, je ne pense pas que le coronavirus soit un bon candidat. C'est pas une bactérie, c'est un virus. Je ne pense pas que le coronavirus soit un bon candidat, mais qu'il y ait des laboratoires dans le monde qui se livrent à ce genre de recherche, et que ça soit le cas dans les laboratoires P4, notamment en Chine, mais dans d'autres pays du monde d'ailleurs, oui, c'est malheureusement une réalité. Merci
professeur Eric Combe, d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Puis je vous rappelle que demain matin, à votre place, le Premier ministre Jean Castex viendra répondre à toutes mes questions de 8h30 à 9h15. Merci, il est 8h53.